Docteur Ferdière, hier on parlait alors de votre côté militant, et là parlons un peu de l'art brut et de l'art Les psychopathologique. brutes, c'est pas militant, l'art brut? Donc j'en sais Mais rien, je on va voir. milite contre l'art brut. Contre l'art brut. Contre l'art brut. Mais parlons un peu, non, soyons sérieux, parlons un peu de ce qu'on appelle l'art brut actuellement, disons au moins dans la presse, et puis Oui, avec ce fameux musée de l'art brut de Lausanne, oui. et la collection de l'art brut de Jean Dubuffet, de ce que vous, je crois, vous appelez plutôt l'art psychopathologique. Ou la Mais plupart... non, je ne l'appelle pas art psychopathologique, c'est Alors. une erreur monumentale aussi. Expliquez-moi C'est votre une erreur intérêt. monumentale. Il y a l'art des aliénés, n'est-ce pas? Oui. La maladie mentale, puisqu'elle détruit, elle ne peut que créer dans le même moment. Mhm. C'est la loi, c'est une loi de Jackson de la neuropsychiatrie. Bon, la maladie mentale crée donc chez des gens qui n'ont jamais eu envie de créer. Elle dispose chez elle d'une faculté d'invention. Et cette faculté d'invention, qui a été remarquée par un homme que je considère comme un des génies de notre temps, de notre époque, et qui s'appelle Max Ernst. Max Ernst, ainsi que vous le savez, était étudiant à Bonn. Il faisait ses études de philosophie, mais la faculté de Bonn avait la bonne idée d'ouvrir un cours de psychiatrie dans le service spécialisé de psychiatrie, et Max Ernst y assistait régulièrement. C'est là où il a vu pour la première fois Max Ernst, et ça se sent dans toute son œuvre, il a vu des dessins d'aliénés. Il a vu des œuvres sculptées par les aliénés. Et il en est tellement frappé qu'il a pris des notes. Et il préparait un ouvrage complet sur ce sujet, et cet ouvrage était déjà très achevé. Nous sommes là, si vous voulez, en 1921, 22. Et puis brusquement, paraît le grand traité sur la question, De Prinzhorn. qui est le Hans Prinzhorn, Bildungsreich der Geisteskranken. Qu'on Et- vient d'éditer en français avec 50 ans de retard. Max Ernst le lit, et il est tellement séduit qu'il arrête son travail. Il dit, c'est pas la peine que je fasse ce travail, il est fait. Il passe à autre chose. Mais Max Ernst, à ce moment-là, a des préoccupations politiques, lui aussi. Il se demande s'il va pouvoir rester en Allemagne, s'il n'y a pas des événements qui vont l'obliger à aller ailleurs. Et il n'obtient pas son laissez-passer pour la France. Alors Paul Éluard, à laquelle il est lié, trouve un système, très courageux d'ailleurs, et lui envoie son passeport. Et Max Ernst passe la frontière française avec le passeport de Paul Éluard. Mais il faut remercier Éluard. Alors Prinzhorn est sous le bras de Max Ernst qu'il offre à Éluard. Et c'est ce Prinzhorn que j'ai maintenant en main, puisque les enfants d'Éluard ont décidé que c'était moi qui devais le posséder. Alors sur la page de la couverture, on voit la date exacte, un grand 10, octobre, n'est-ce pas, 10e mois, 22, et le 10 et le 22 sont séparés par un grand paraphe, c'est que la signature d'Éluard ressemble à une épée croisée, c'est un des morceaux de l'épée. Alors voilà comment l'art des aliénés a été introduit en France. Et puis il l'a fait connaître à d'autres. Il l'a fait connaître à Breton. Et Breton, je pense, a été un des premiers en France qui a acheté une œuvre d'aliéné. C'était à une exposition dans le 6e arrondissement de Paris, fait par un de mes collègues qui s'appelle Marie. Et Breton a été tellement surpris par un objet qu'il lui a acheté. Et c'est une boîte avec des morceaux, des bouts de bois recollés, et des petits objets qui sont introduits dans les interstices. Paul Klee, par exemple, en Allemagne, se servait de référence au Donc- Prinzhorn dans son cours du Bauhaus, par exemple. Continuellement. Oui, c'était même une base de son enseignement. Continuellement. Je pense qu'il va y consacrer même plusieurs leçons. Sûrement, oui. Parce que quand Mais- on connaît bien Clé et qu'on Oui. lit ses mémoires, on Oui, voit que il en ça ne parle. pouvait pas ne pas le marquer. Mais vous-même, comment vous en êtes venu à vous intéresser? C'est toujours quoi le même à cet art des aliénés. Mais ces années, ça m'a intéressé tout le temps, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé ma psychiatrie. C'est parce qu'un de mes amis, qui est le chef de clinique du professeur de Lyon, qui est le chef de clinique de l'Épine, qui était le doyen de la faculté en même temps, m'avait un jour introduit dans son service et il m'a montré des objets que faisaient ses maths, que sculptaient, des cailloux qui sculptaient. Et j'avais trouvé ça tellement sensationnel que je m'étais dit, mais il faut que je rentre dans ces milieux-là pour voir un petit peu comment ça se fabrique, ces trucs-là. Par la suite, Brunerie, d'ailleurs, a fait plusieurs conférences dans son lieu natal, à Chalon-sur-Saône, et puis ailleurs, sur l'art des aliénés. C'est lui qui m'a passé cette idée dans la tête, alors qu'à ce moment-là, j'étais un jeune étudiant lyonnais qui pensait faire de la neurologie. C'est en m'introduisant à Bron. Quant au Prinzhorn, lui, eh bien, pas un psychiatre français ne l'avait lu.
Voilà l'histoire du prix. Mais alors, avant la guerre, vous avez organisé vous-même une exposition ensuite, à Montpellier, je crois. Pendant la guerre. Pendant même. la guerre. Pendant la guerre même, j'ai trouvé un bonhomme à Montpellier qui avait une petite galerie de tableaux à côté du comment ça s'appelle, la place centrale de Montpellier? C'est pas l'œuf. L'œuf, à côté de l'œuf, à 10 mètres, 20 mètres de l'œuf. Et je lui ai dit, voulez-vous faire qu'on fasse une exposition d'Arléniens? On en a fait une, et qui a rencontré un véritable succès. Puis j'en ai fait une autre à Rodez. Là, j'avais déjà une collection assez importante. Et cette collection, par conséquent, j'ai organisé la première exposition française. Et puis j'étais en relation surtout avec un homme qui était très ouvert à toutes ces notions, et qui est un académicien que je respecte, et Dieu sait que je ne les respecte pas tous, c'est René Hugues. Et il m'avait même demandé, pour une couverture d'une revue qu'il dirigeait à ce moment-là, un dessin d'aliéné. Je lui ai passé un peu Pujol, et le jour où je lui ai apporté, il a dit « Mais vous m'apportez une œuvre qui, j'espère bien, rentrera au Louvre. » Et qui était Pujol? Alors, dites un mot. Pujol, c'est un aliéné que j'ai découvert à Toulouse, grâce à mes collègues de Toulouse, qui savaient que je m'intéressais à la question, on me les signalait par toute la France. Un jour, je suis allé à l'hôpital de Toulouse, et on m'a montré un bonhomme qui m'a tellement stupéfait que j'ai dit à mon collègue, je l'emmène en thèse. Nous avons son transfert pour des raisons scientifiques, et un de mes internes, De Guecker, a fait une thèse admirable. Et est-ce que ces œuvres sont effectivement entrées dans des musées? Non, pas encore. Mais à Oxford récemment, où je suis allé conférencer, on m'a interrogé sur lui. Par conséquent, il gagne. Et il a fait partie d'ailleurs d'un numéro spécial de l'art. Vous voyez que je vous ramène à votre art brut. Et à Dubuffet qui n'avait pas encore commencé sa collection, qui Mais date, je crois, de 45-46. Non, c'est une erreur, ça aussi. C'est une erreur. Dubuffet avait commencé sa collection. Il avait juste commencé. Mais c'est quand il est venu voir Artaud à Rodez que nous avons bavardé. Je lui ai dit, mais écoutez, vous trouverez des œuvres d'Aliéné à Saint-Alban-sur-Limagnol, il faut que vous alliez à Bron, il faut que vous ayez à Montevergue, il faut que vous ayez à tel endroit. Et Dubuffet est parti avec la liste que je lui avais donnée, et a ainsi commencé sa collection après sa visite à Artaud. Alors il a fait là une collection complète qu'il a installée rue de Sèvres. Mais là, j'ai eu tort tout de même, parce que j'ai beaucoup perdu. J'avais rencontré un monsieur qui était le grand spécialiste dans les aliénés, qui était le professeur de la clinique psychiatrique de Genève et qui était le professeur Ladame. Ladame m'avait appelé chez lui. Il m'avait dit, j'ose pas laisser traîner ces choses-là dans mon bureau à l'hôpital, à Bel Air, parce qu'on me les volera, je les mets chez moi. Et il m'a montré des œuvres d'aliénés extraordinaires. Il avait tous ses tiroirs, il avait tous ses murs. Il faisait un peu ce que faisait à Paris le docteur Vinchon, qui a fait le premier livre sur la question. Et Ladame m'a dit, voyez, de faire dire, tout ce que vous voyez là, ici, c'est à vous. Si je viens à mourir, vous venez, mes enfants sont tout grands, vous emportez tout. Malheureusement, la dame, entre-temps, avait rencontré Dubuffet, qu'il était allé le voir sur mes conseils, et puis c'était la guerre, je ne peux pas me déplacer constamment. Il était allé là-bas, il avait tout pris, il avait tout raflé. Et Séraphine de Senlis? On raconte dans les livres, et même dans les encyclopédies surréalistes, qu'elle est morte, l'ami qui est Noël Arnaud, qui a l'article le regrette encore, qu'elle est morte en Senlis, c'est faux. Elle est morte à l'hôpital psychiatrique de Clermont de l'Oise. Elle est morte de faim. Elle arrachait dans la cour les herbes. Elle a fouillé les détritus et le dépotoir de l'asile pour pouvoir se procurer un peu de nourriture. Mais alors, quels sont quand même les auteurs que vous avez découverts? Le facteur Launay, par exemple. Le facteur Launay, c'est une histoire qui est simple. Un jour, j'ai vu monter le petit chemin qui allait à ma clinique, qui partait du portail, et qui montait à la clinique elle-même, un homme qui était bien en facteur et qui poussait une bicyclette. Et j'ai dit, où allez-vous comme ça? Il m'a dit, oh, vous êtes de faire dire, je viens vous voir. J'ai dit, d'où venez-vous? Je viens de Seignos. C'est très loin, Seignos, c'est dans les Landes, à 40 km. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire moi? Je viens vous montrer des dessins, parce que depuis quelques jours, je suis médium, et je fais des dessins, c'est de lui, ça. Je fais des dessins comme ça, et alors je les faisais d'abord au crayon, à l'encre, et puis ma femme prétend que les griffes, ça la réveille, alors maintenant je les fais au crayon. Je dis, mais c'est prodigieux ce que vous racontez là, nous allons en parler. Alors je lui ai parlé de ça, je lui ai parlé de tout ça. Et puis, finalement, j'ai aussi fait la bêtise de donner à Dubuffet. Et le facteur Launay, alors grâce à vous, a été encouragé quand même dans sa production. Après ça, il a trouvé un commissaire-priseur à Paris qui en a vendu. Oui, donc il a fait 2 ou 3 expositions dans Paris. Et je dois dire que Dubuffet était très généreux avec lui. Il m'a invité à aller le voir dans le Midi. Et il y a des gens comme ça, comme le fameux professeur de Toulon, oui, qui sont aussi de mes amis, André Hertel, le martelandre, l'homme qui fait des écrits, il écrit du paraloïde, le paraloïde des cerfs, qui sont
avec lesquels Dubuffet était très généreux, leur donnant des endroits pour travailler, pour dessiner, pour écrire, pour faire tout ce qu'ils voulaient. Alors ce mot d'art brut, qu'est-ce que ça veut dire, art brut? Ça veut dire art non culturel. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand je vois qu'on place dans l'art brut le palais du facteur cheval, je ne comprends plus rien. Le facteur cheval, il n'y a rien de si cultivé. Le facteur cheval, transportant les revues et les porter à tous les gens de son énorme circonscription, il s'assoyait au bord des routes. Il les ouvrait. Il voyait l'exposition qu'il y avait à tel endroit ou à tel autre. Il voyait l'art égyptien, il voyait l'art chinois, il voyait l'art d'Extrême-Orient, il voyait tout. Et c'est pourquoi nous avons des parties du facteur cheval qui représentent cet art qu'il a vu dans ses catalogues. Bien. Alors qu'on emploie un autre mot, s'il vous plaît. Michel Aragon, lui dit d'art populaire. Oui, je crois que ce serait mieux tout de même. Ou alors reprendre l'expression qu'ont pris ces gens dans la banlieue parisienne, d'art Racine. Vous parlez du musée d'art brut, enfin le musée de la Racine qui est à Neuilly-sur-Marne, qui présente une collection de grande qualité. Il faut qu'on prenne un autre mot que le mot d'art brut, qui prête trop à confusion. Et parlons d'autres personnages que vous avez rencontrés. Alors, Anton Priner, vous l'avez connu, le sculpteur. Très bien, puisque Anton Priner m'a été présenté par Brunner, par Victor Brunner, dans son atelier avenue du Maine. Et là, un jour, il m'a présenté un homme dans un coin qui est là en train de travailler. Il m'a dit, c'est Anton Priner. Et après, il m'a pris à part, il m'a dit, méfie-toi, hein, attention, appelle-le bien Antoine, parce que c'est une femme. C'est une femme qui peut être habillée en homme, qui vit déguisée en homme, et partout dans les bistrots de Montparnasse, nous sommes avec eux, elle signe Antoine. Alors donc, on n'a jamais vexé Anton Priner. Nous sommes sûrs que c'est une femme, puisque plusieurs dizaines d'années plus tard, on m'a appelé au chevet d'Anton Priner, qui habitait une petite rue, la rue Pernetti, dans le 15e. Et là, il était en train d'être menacé par les assistantes sociales de l'arrondissement, de la mairie, d'expulsion. Parce qu'il ne payait pas sa location, parce qu'il n'avait plus un sou. Il habitait un sous-sol et les étages supérieurs et le voisin du dessus lui envoyaient tout en grâce. Il vivait parmi les rats, les cafards, les souris. Et il volait un morceau de pain ou un fruit à un commerçant dans la rue Pernetti. Et alors c'est là que j'ai dû décider une fille, à qui je tire mon chapeau, Monique Briand, à venir avec lui et l'aider. Et elle a accepté. Après même, elle l'a emmené chez elle. Et c'est grâce à elle que Anton Priner n'a jamais été interné. Alors pour le moment, elle s'est en train de se ruiner pour dégager les œuvres d'Anton Priner qui sont encore entreposées parce qu'il faisait des sculptures gigantesques. Et cette petite bonne femme, haute comme ça, elle s'accrochait parfois des troncs d'arbres larges comme cette table pour les sculpter. Enfin. Mais qui était Réquichot? Réquichot était un énorme schizophrène et que son marchand de tableaux m'avait demandé de voir. Je lui avais dit, écoutez, ne faisons rien, ce qui m'a l'air tellement impulsif et tellement dangereux que nous aborions une catastrophe. Alors nous avions donc décidé, avec son représentant dans les galeries, d'attendre un petit peu, de lui faire ses expositions, puis après que j'aille le voir et le prendre en charge. Et puis, eh bien, le Réquichot nous a dépassés, puisqu'il s'est jeté le surlendemain du 6e de son atelier dans la rue de Courcelles, à la veille même de l'exposition. Je n'ai jamais abordé moi-même. Oui. J'ai demandé simplement de l'aborder avec beaucoup de précautions. Par exemple, d'aller au vernissage, commencer à lui parler. Je suis partisan dans ces cas-là d'une très grande prudence de démarche, qui n'est pas des démarches jamblées. On ne va pas voir le psychiatre. Il faut que le psychiatre vienne à vous sur les aspects cachés. Mais je suis capable de tout. J'ai bien fait des certificats pour des malades avec qui j'avais joué au baccarat à des tables de Biarritz. Et voyant qui se comportait, que je l'ai fait interner le lendemain. C'est possible, pas jouer au baccarat avec moi, jamais. Et on ne peut pas, vous et moi, ne pas dire un mot de Chaumont, puisqu'on s'est rencontrés à cette occasion. Eh bien, Chaumont, il respecte la nature, il aime les animaux, il aime les chats, il aime les chiens, il aime les poules, il aime tout. Il produit constamment, il produit avec une vigueur que peu d'artistes consentent, dans les conditions les plus défavorables, dans le froid, et il continue à travailler, et toujours il trouve un nouveau système. Nous arriverons bien un jour tout de même à faire quelque chose pour lui. Je pense que pour lui, il faut surtout mettre ses œuvres à l'abri. Car dans la forêt, où elles sont pour le moment dispersées, vous avez vu comme il accumule dans cette villa du fond tous ces bois brûlés qui sont des splendeurs, qui avaient fait l'admiration des positions parisiennes qu'il avait faites vers 60 ou 62, je ne sais plus quelle année. 60, oui. 60. Par conséquent, il faut que nous fassions quelque chose, il faut que nous fassions un petit musée Chaumont, en faisant dans la partie supérieure de son terrain,
construire quelque chose qui se nous reviendrait d'ailleurs pas très cher, nous pourrions le chiffrer de manière très facile. Il faut que nous arrivions à cela. Donc, c'est la façon de sauver Chaumont. Donc en somme, une fondation sur place. Il faut que nous fassions une fondation Chaumont sur place, il sera le propre conservateur.